ravi que l'on puisse introduire cette Lex du WinLab qui va se dérouler au Maroc. Donc quatrième Lex du WinLab, en effet, après Singapour, Montréal et puis Copenhague. Donc c'est une Lex qui est assez particulière puisque nous l'avons organisée avec le WinLab, l'École des Ponts et l'Alliance HQE-GBC, en embarquant avec nous un certain nombre de représentants d'organismes de formation comme les MFR, comme les BTP-CFA et aussi un représentant de l'éducation nationale qui représente les campus des métiers et des qualifications à l'international. L'intérêt de cette Lex, c'est que je pense que nous sommes à un moment crucial de l'articulation entre l'Afrique subsaharienne et puis les enjeux économiques et de compétences de la France et de l'Europe en particulier. On voit bien que nous avons une baisse démographique en France et que nous avons aussi un Maroc qui a ce rôle de passerelle, ce rôle de vigie par rapport à une nouvelle ère des compétences. Un Maroc qui investit massivement sur l'apprentissage, qui veut investir massivement sur l'apprentissage avec un objectif de 100 000 apprentis à horizon 2026. C'est ce que nous disait le ministre de l'Insertion, de l'Emploi et des Compétences et des très petites entreprises. Donc en fait, notre enjeu dans le cadre de cette Lex, c'est d'aller à la rencontre d'acteurs universitaires avec l'UM6P. Nous allons découvrir de superbes plateaux techniques et donc des plateaux en pointe que nous avons pu rencontrer dans le cadre de notre précédente Lex à Sion, en Suisse. Au-delà de ça, nous allons aller sur le Living Lab du Green Energy Park, où nous allons pouvoir rencontrer les 30 bâtiments qui ont été construits dans le cadre du Solar Decathlon Africa, qui s'est déroulé en juin dernier, en juin 2024. Nous allons également pouvoir rencontrer l'UIR, donc l'école d'architecture, qui est à mon sens aujourd'hui inspirante parce que cette école d'architecture a bien compris qu'il fallait avoir une approche systémique, une approche décloisonnée entre les métiers techniques et puis la nouvelle façon de penser une société. Et puis enfin, nous terminerons par la visite de l'OF-PPT, donc un fabuleux écrin de TP au cœur du désert. Et donc là, nous allons pouvoir voir de visu comment des jeunes sont engagés dans une démarche durable au travers des métiers des TP. Et nous terminons notre séjour ici, dans cette Médrassa Ben Youssef, écrin magnifique également. Exactement. Donc j'ai envie de dire, en fait, le Maroc aujourd'hui est une vigie et un épicentre pour l'Afrique subsaharienne et est un acteur clé de la transition plurielle que doit engager l'Afrique du Nord, l'Afrique tout court, et puis l'Europe. Donc une belle passerelle, et on le voit bien qu'avec les dernières annonces du président Macron, nous avons de belles perspectives à travailler pour renforcer les synergies. Comment on peut participer à une Lex ? Alors comment participer à une Lex ? C'est très simple. C'est de candidater dans le cadre de notre trophée de l'innovation. Aujourd'hui, chaque année, nous avons le plaisir de réouvrir les candidatures pour ces trophées où il suffit d'avoir des idées, de faire preuve d'expérimentation, de proposer des projets innovants, que ce soit sur les sujets de la construction, que ce soit sur des sujets aussi de conception durable d'un bâtiment de demain, de l'habitat de demain. Et donc, il faut candidater sur ces trophées d'innovation. Fondée en 2010, l'Université internationale de Rabat est un établissement d'excellence qui allie formation, recherche et innovation. Son campus moderne et ses partenariats internationaux en font un pôle académique de référence au Maroc et en Afrique. Son école d'architecture se distingue par une approche innovante, intégrant design, urbanisme et durabilité. En réponse aux défis environnementaux et sociétaux contemporains, les étudiants y développent des compétences en conception architecturale, construction éco-responsable et aménagement urbain. L'apprentissage combine théorie et projets concrets en lien avec les mutations du paysage urbain. Grâce à un corps professoral expérimenté et des infrastructures de pointe, l'UIR forme des architectes visionnaires capables de repenser la ville et l'habitat tout en intégrant les enjeux de durabilité, technologie et culture.
Elle se positionne ainsi comme un acteur clé du développement urbain au Maroc. L'UIR Architecture Maroc, déjà nous formons plus d'une centaine d'architectes par an qui sont sensibilisés aux nouveaux défis de l'architecture au niveau international. Et notre stratégie, c'est donner les outils aux futurs architectes, aux lauréats architectes de l'UIR, pour confronter et pour dépasser ces défis et ces challenges. Mais il y a des spécialisations. La spécialisation des nouveaux défis, c'est-à-dire les nouvelles technologies et la durabilité des territoires, l'éco-conception, le patrimoine, avec tout ce qui est intégration de nouvelles technologies dans la préservation, mise en valeur du patrimoine, notamment la digitalisation, la modélisation. Et puis, il y a aussi l'urbanisme durable. Donc, c'est ça la plus-value, c'est qu'on leur donne tous les outils nécessaires qu'on profite des expertises locales, qu'on va partager ces experts locaux, ces architectes ou ingénieurs ou spécialistes dans certains domaines bien précis de l'architecture, de l'urbanisme durable ou du patrimoine, qui vont partager leur savoir et leur expertise, leur savoir-faire notamment par rapport à une réalité territoriale, une réalité marocaine, tout en prenant en compte cette diversité du contexte marocain du sud au nord, de climat, de géographie, etc. Mais aussi la plus-value de l'UIR, c'est nous avons un nombre, plus d'une trentaine d'écoles partenaires et une centaine de profs étrangers, des écoles partenaires ou autres, ou des experts internationaux qu'on invite pour compléter et enrichir et avoir ce regard croisé sur ces nouveaux défis de l'urbanisme du territoire. C'est-à-dire, si on parle de développement durable, nous allons différentes démarches, soit dans l'Allemagne, l'Italie, la France, qui vont être travailler en ensemble, en équipe avec nos experts locaux, pour former nos étudiants à ces nouvelles méthodologies et nouveaux outils. C'est la même chose par rapport au patrimoine, parce que nous avons déjà une chaire dont je suis titulaire sur le patrimoine, le chaire UNESCO, sur le patrimoine, le paysage urbain historique, où nous sensibilisons nos étudiants en nos richesses et l'identité culturelle marocaine, mais sur le rôle et la préservation du patrimoine. On est ravis de voir nos lauréats travailler sur des projets, réussir des défis et des projets, que ce soit sur la durabilité ou sur le patrimoine ou sur l'urbanisme durable. Donc, la master de BIM avec Florence et architecture durable. Nous avons un master de ville héritée et ville durable avec la Sorbonne, avec l'université de Sorbonne, avec la géographie. Et puis nous travaillons, ce qui aussi, je suis consciente de, c'est-à-dire c'est une conviction qu'on a, c'est de faire travailler nos étudiants, établir une passerelle. Par exemple, on a déjà travaillé sur le logement de demain, l'innovation, le logement de demain. On a travaillé sur le recyclage des conteneurs pour une villégiature. Donc l'idée, c'est innover dans le logement, dans l'habitat, et innover dans la manière de préserver le patrimoine, et puis innover dans la manière de fabriquer de nouveaux territoires qui doivent être durables. La visite du chantier de l'hôpital universitaire international de Rabat nous permet de découvrir un projet d'envergure qui vise à conjuguer excellence médicale, formation de pointe et durabilité. Avec un budget de plusieurs centaines de millions d'euros, il intègre une faculté des sciences de la santé, offrant ainsi un cadre idéal pour la formation des futurs professionnels de santé et le développement de la recherche médicale au Maroc. Son architecture répond à des défis majeurs: optimisation des flux patients-soignants, intégration urbaine harmonieuse et adaptation aux conditions climatiques locales. Conçu selon les standards haute qualité environnementale, il mise sur une efficacité énergétique accrue, une gestion optimisée des ressources en eau et un confort intérieur optimal. L'usage de matériaux durables et une approche bioclimatique permettent de minimiser son empreinte écologique. Ce projet ambitieux se positionnera donc comme un modèle de performance et d'innovation, alliant bien-être des patients, excellence académique et responsabilité environnementale.
Alors, les acteurs de l'énergie, comme Engie, qui est un leader mondial de la transition énergétique, travaillent de plus en plus main dans la main avec les acteurs du BTP sur des bâtiments durables, sur des quartiers durables et même sur des territoires beaucoup plus grands, de plus en plus de villes durables qui sont pensées de façon systémique. Et donc on va travailler sur des solutions énergétiques intégrées, de production d'énergie, typiquement des panneaux solaires par exemple, qui vont permettre de produire de l'énergie pour les bâtiments, d'autoconsommer, d'autoproduire, de réinjecter même l'excédent sur le réseau et donc de faire vivre toute la communauté qui peut servir une électricité qui peut servir à la mobilité mais à d'autres usages. C'est travailler aussi sur les matériaux du futur, donc des matériaux beaucoup plus durables, des matériaux qui permettent d'isoler beaucoup plus facilement et donc de travailler sur le chaud et le froid. Bien sûr les réseaux de chaleur et de froid qu'on développe de plus en plus chez Engie, notamment lié aussi au data center, qui est un gros sujet notamment ici au Maroc. Et puis aussi le développement de certificats d'énergie aussi qui peuvent permettre de valoriser justement les process énergétiques. Et puis enfin, je terminerai par des systèmes innovants de gestion des processus énergétiques, de gestion des infrastructures, notamment le BIM, qui permettent de gérer de façon centralisée les infrastructures de plusieurs bâtiments d'un territoire entier. Alors, on travaille beaucoup justement entre fédérations et de manière transverse. Les fédérations ici au Maroc, les clusters qui sont rattachés généralement à des ministères, que ce soit des clusters énergétiques, du secteur du BTP, du secteur de l'automobile, de la ville durable, du textile. Et finalement, on trouve beaucoup de points communs dans tous ces secteurs justement pour accompagner la formation, les compétences de demain à tous les niveaux, pas uniquement des grades ingénieurs, des grades aussi techniciens, des grades de middle manager, de gestion de projet, de gestionnaire de projets durables, et puis aussi des ouvriers spécialisés pour justement travailler sur les compétences de demain. Quelles sont les compétences de la ville durable de demain? Donc ça peut être des compétences digitales en termes d'IoT, de connexion des objets, de connexion des infrastructures, donc de développement de systèmes qu'on appelle smart grid, qui permettent de contrôler des systèmes de plus en plus décentralisés, liés à des unités beaucoup plus centralisées, mais justement comment on fait pour piloter les deux, à la fois le centralisé et le très décentralisé. Et puis des compétences aussi sur l'énergie, avec une énergie qui est de plus en plus décarbonée, des énergies classiques, l'eau, l'éolien, le solaire, aussi la réutilisation des eaux usées, la production aussi d'énergie à partir du dessalement d'eau de mer qui est dorénavant alimenté par des énergies renouvelables, et puis aussi un travail sur la gestion des déchets, la gestion d'une économie circulaire à l'échelle d'un territoire ou de bâtiments, ou bien la gestion de la mobilité, qui est aussi un thème crucial quand on réfléchit à la ville ou au quartier de demain. Projet visionnaire aux enjeux structurants lancé en 2006, l'éco-cité de Zenata ambitionne de devenir un modèle de développement urbain durable au Maroc. Située à mi-chemin entre Casablanca et Rabat, elle prévoit d'accueillir à terme 300 000 habitants sur près de 1830 hectares avec des infrastructures favorisant l'économie verte, la mobilité douce et la gestion optimisée des ressources naturelles. À l'éco-cité Zenata, nous sommes parfaitement alignés avec les orientations stratégiques qui sont portées par le Royaume du Maroc en matière de construction. Mais par rapport à la construction durable, on est même précurseur sur plusieurs bonnes pratiques qu'on a intégrées, que ce soit au niveau des constructions qui sont directement chapeautées par la société d'aménagement Zenata ou auprès de tous nos partenaires immobiliers qui officient sur notre territoire.
Il y a le premier défi qui est justement tout ce qui est résistance au changement. Alors le changement à plusieurs niveaux, que ce soit à l'échelle des entreprises de construction, des bureaux d'études qu'il a fallu accompagner pour justement intégrer, que ce soit dans la conception ou dans la réalisation, toutes les démarches durables liées à l'éco-construction. Aussi au niveau des promoteurs immobiliers, parce que ça fait quand même beaucoup de nouveautés à intégrer. Et un nouvel argumentaire à développer pour pouvoir commercialiser ces nouveaux lots qui ont des prestations qui se démarquent sur le territoire national, mais aussi auprès de nos partenaires institutionnels pour qui c'est complètement nouveau une écocité. C'est l'unique expérience sur le territoire national. Il n'y a pas de modèle similaire dans le monde. On a benchmarké pour essayer d'identifier ça. Donc on est en train de, en même temps, apprendre justement sur notre propre définition de l'écocité, de l'ajuster aux besoins. C'est un work in progress et je pense que ça en lui-même est un grand défi majeur. Après, il faut aussi se positionner avec une grande conscience du devoir qu'on a envers notre pays, du devoir qu'on a en tant que citoyen marocain de pouvoir aussi accompagner cette dynamique-là. Je pense que la somme des petits est très grande et si chacun de nous est déjà conscient de tout ce qu'il peut apporter et qui s'engage et qui s'investisse justement à le faire, ça va nous faire vraiment changer la face de ce beau pays qu'on aime tant. Nous, on a une jauge au niveau du territoire national qui est la CGEM, qui attribue un label qui est le label de responsabilité sociétale des entreprises qui est décerné. C'est un label qui n'est pas très contraignant, qui gagne aujourd'hui en appropriation par plusieurs entreprises au Maroc. Pour le secteur BTP, je pense que le fait d'être associé à ce genre de projets qui sont porteurs de cette dynamique de RSE, d'être aussi accompagné par plusieurs bailleurs de fonds. Je ne parle pas du cas de Znatia uniquement, mais il y a beaucoup de bailleurs de fonds aujourd'hui qui sont sur des projets structurants marocains qui impliquent des entreprises du BTP. A fortiori, on est en train de les accompagner à automatiser, à intégrer, à même voir certains aspects qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de relever dans leur démarche. Et donc il y a un accompagnement positif, il y a une appétence de plus en plus forte du côté des entreprises du bâtiment à accueillir ce genre de démarche et surtout il y a aussi un effort qui est investi par les porteurs de la démarche à vulgariser, à sensibiliser et à accompagner pour qu'il y ait plus justement d'appropriation de ces principes. Inaugurée en 2016 par Sa Majesté le roi Mohamed VI dans la province de Stade, entre Casablanca et Marrakech, l'école Mohamed VI de formation dans les métiers du bâtiment et des travaux publics est un organisme de formation d'un nouveau genre au Maroc et en Afrique. Véritable école chantier ayant pour mission de former les compétences nécessaires à l'essor du secteur du BTP, ce centre d'excellence dispose d'équipements de pointe et de ressources humaines hautement qualifiées. Bâti sur une superficie de 84 hectares, avec un investissement de 30 millions d'euros, cette école de 1400 places pédagogiques propose une offre globale en vue d'assurer des formations qui répondent aux normes internationales dans 21 filières liées au métier du BTP et à la maintenance des engins lourds et industriels. Pour le secteur BTP, donc pour répondre aux besoins du marché et les défis, on a de grands projets actuellement structurants, notamment avec l'approche de la Coupe du Monde. Donc en principe, c'est des métiers liés au génie civil, que ce soit au niveau digital, notamment à travers l'intégration de la compétence du BIM, pour les filières génie civil, la filière topographie, le scan sous BIM, et aussi l'aspect environnemental, notamment à travers l'insertion d'aspects environnemental du cas par cas en fonction de chaque métier. On a les métiers des ouvriers et aussi même pour les techniciens et les techniciens spécialisés. Malheureusement, c'est un secteur où on a beaucoup d'informels, donc et un secteur où il y a un problème d'attractivité pour attirer notamment les ouvriers à faire de la formation professionnelle. Donc c'est ça le grand défi, d'avoir une bonne communication et de faire déjà attirer les jeunes à ces métiers du BTP qui est un secteur de base pour l'évolution du Maroc. Parmi les grands obstacles, on a le problème de l'informel. C'est un secteur où on a plus d'informels et
plus de problèmes d'attractivité pour que les stagiaires ils sont convaincus de choisir les métiers, notamment les métiers d'ouvriers en matière de maçonnerie, de peinture, et choisir ces filières-là pour la formation professionnelle. Donc l'MBTP, c'est une école inaugurée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en janvier 2016. Donc c'est une école de formation professionnelle dans les métiers de bâtiment et travaux publics. Donc c'est une école caractérisée par sa superficie qui atteint à peu près 84 hectares. Donc, et avec 4 grands ateliers bien équipés de presque 4600 mètres carrés d'occupation. Donc, il est caractérisé aussi par son emplacement dans un couloir industriel Casablanca Stade, qui est caractérisé par leurs besoins énormes en compétences en compétences BTP ou bien maintenance des engins BTP. Alors, comment faire pour attirer plus de jeunes dans les métiers du BTP au Maroc? Alors, ça c'est un point important pour nous parce que c'est notre mission. Donc pour ça, on fait des réunions avec plusieurs parties prenantes dans ce domaine, que ce soit les professionnels du secteur, et que ce soit les autorités locales, pour avoir une offre bien détaillée pour les stagiaires. Et on fait des séances de rencontres avec les stagiaires. Et on fait aussi des campagnes d'information, que ce soit dans les établissements publics ou bien sur des établissements privés pour informer les élèves de l'importance ou bien de la diversification de notre offre, que ce soit dans le domaine du génie civil ou bien sûr dans le domaine de maintenance des engins BTP. Première université du genre au Maroc et en Afrique du Nord, l'université Mohamed VI Polytechnique est une institution semi-publique d'enseignement supérieur marocaine fondée par le groupe OCP en 2013. Axée sur la recherche appliquée et l'innovation, elle compte parmi les plus mondialement reconnues dans ces domaines, avec un fort engagement avec l'Afrique. Son campus de Ben Guerir, au cœur de la ville verte Mohamed VI, permet à l'université de rayonner à l'échelle nationale, continentale et internationale. Son effectif s'établissait à près de 3500 étudiants pour l'année universitaire 2021-2022. L'université Mohamed VI Polytechnique est un hub d'innovation et de recherche appliquée, engagé dans le développement durable de l'Afrique. Elle repose sur 3 pôles académiques majeurs. Il y a le pôle sciences et technologies, qui est dédié aux sciences exactes, à l'innovation et aux nouvelles technologies, dans les domaines de l'ingénierie, du computer science, du green tech, de l'agriculture, de l'architecture et de la santé. Il y a aussi le pôle sciences humaines, économiques et sociales, qui mène des recherches sur les politiques publiques et forme des experts en économie, sciences politiques, relations internationales et sciences comportementales. Et enfin, il y a le pôle business et management, qui, lui, prépare la prochaine génération de dirigeants et d'entrepreneurs africains. L'UM6P a une présence internationale aussi, avec UM6P Paris en Europe, UM6P Canada en Amérique du Nord, en plus de collaborations stratégiques en Afrique et aux États-Unis. On peut dire qu'elle se positionne aujourd'hui comme un acteur clé de l'éducation et de la recherche à l'échelle mondiale,
au service de l'Afrique et du monde. La massification des solutions durables dans le BTP marocain repose d'abord sur la digitalisation des processus via le BIM, le Building Information Modeling, et d'autres outils collaboratifs qui facilitent la conception intégrée pour prendre en compte de plus en plus les exigences réglementaires et normatives strictes envers la limitation de l'empreinte carbone, mais aussi pour une fédération de tous les acteurs de la construction autour de la plateforme, permettant ainsi de maîtriser la complexité croissante du secteur. C'est le cas notamment de la plateforme BIMOP Tech, développée par des compétences 100% marocaines, première bibliothèque numérique au Maroc des produits et matériaux de construction qui promet de mieux structurer l'information autour du bâtiment et promouvoir les produits et procédés de construction durable. En parallèle avec la composante digitale, il est primordial de s'intéresser aussi à la composante physique de la construction durable. En l'occurrence, développer et adopter des matériaux bas carbone. On pense notamment au ciment vert, dont la production utilise moins de clinker classique et incorpore des additifs comme des cendres volantes ou d'autres coproduits. S'y ajoutent aussi les ressources biosourcées telles que le bois et le chanvre qui aussi participent à une réduction significative de l'empreinte carbone lors de la construction. Pour finir sur ce sujet, je dirais qu'il est impossible d'avancer durablement sans un soutien fort à la recherche, à l'innovation et à la formation des professionnels du BTP. Les solutions existent, mais encore faut-il les diffuser et accompagner les acteurs, et là on parle des grands groupes, des PME, des artisans, pour qu'ils s'approprient efficacement ces nouvelles pratiques. De nombreux pays ont déjà emboîté le pas, et je dirais le Maroc, avec son potentiel industriel et son contexte réglementaire de plus en plus favorable, a toutes les cartes en main pour accélérer la transition vers un BTP plus durable et éco-responsable. En tant que leader mondial de l'industrie des phosphates, OCP a depuis quelques années adopté un tournant stratégique en diversifiant ses produits. Ceci a ouvert le champ à de multiples innovations technologiques et organisationnelles qui transforment d'abord en profondeur le business model de OCP, d'un simple opérateur industriel générant de la valeur à partir de l'exploitation de la ressource phosphatée, à un fleuron national sur plusieurs secteurs industriels tels que l'agroalimentaire, l'énergie ou encore les réseaux et les infrastructures. Aujourd'hui, OCP est engagé sur un plan ambitieux de neutralité carbone d'ici 2040. Cet engagement est d'autant plus visible par la création des deux filiales, OCP Green Water et OCP Green Energy. Sur le volet hydrique, OCP a construit plusieurs unités de dessalement pour subvenir à ses besoins industriels en eau de process, mais par effet d'entraînement, il a également mis à disposition du territoire national une infrastructure clé pour l'approvisionnement en eau par des sources non conventionnelles. Pareil pour OCP Green Energy qui, en plus d'exploiter le potentiel solaire et éolien du Maroc, s'oriente désormais vers les énergies du futur telles que l'hydrogène vert pour limiter le phénomène d'intermittence des autres sources d'énergie renouvelables. Et pour accompagner sa stratégie industrielle, notamment en termes de R&D, OCP est doté d'un allié incontournable qui est l'université Mohamed VI Polytechnique. En effet, grâce à des programmes de recherche financés par OCP, l'université Mohamed VI Polytechnique s'impose aujourd'hui comme un pôle académique et scientifique de référence en Afrique. Ces laboratoires travaillent sur diverses thématiques liées à la construction durable, la valorisation
des coproduits du phosphate ou encore à la digitalisation des processus. Les chercheurs et étudiants ils développent notamment des solutions innovantes pour diminuer l'empreinte carbone du BTP, améliorer les modes de conception et favoriser le recyclage des matériaux. Bon, par exemple, le phosphogypse dans la fabrication du ciment ou d'autres matériaux de construction plus durables. Aussi des partenariats avec des partenaires marocains dans le BTP, tels que la Lafarge Holcim, permettent d'accélérer la maturation de ces innovations et de les rendre accessibles au marché. Intégré à l'écosystème de l'université Mohamed VI Polytechnique, le Green Energy Park est une plateforme pionnière en Afrique dédiée à la recherche, l'expérimentation et la formation en énergie renouvelable. Créé par l'UM6P et l'Institut de recherche en énergie solaire et en énergie nouvelle, il favorise la collaboration entre institutions marocaines et le développement de partenariats internationaux pour accélérer l'innovation. Ces travaux couvrent toute la chaîne de valeur de la R&D énergétique avec des projets clés comme le dessalement de l'eau solaire, le stockage thermique et électrique ou encore l'optimisation des modules solaires pour les climats désertiques. Le Green Energy Park joue un rôle central dans le transfert technologique et la coopération scientifique, renforçant ainsi la souveraineté énergétique du Maroc et de l'Afrique. Son modèle unique fait de lui un levier stratégique pour le développement durable et l'indépendance énergétique du continent. En juin 2024, la finale du Solar Decathlon Africa Design Challenge s'est tenue au Green and Smart Building Park à Bangueria. Organisé par Green Energy Park, l'IRSN et l'UM6P, sous l'égide du ministère de la Transition énergétique du Maroc et avec le soutien du département de l'énergie des États-Unis, cet événement a rassemblé plus de 250 étudiants et chercheurs de 6 pays, issus de 70 universités. Les participants ont conçu des bâtiments innovants à consommation énergétique net zéro, intégrant résilience climatique, accessibilité et bien-être des communautés. Les prototypes présentés alliaient technologie de pointe et pratiques de construction durable, illustrant le potentiel des jeunes talents à transformer l'architecture écologique. Cette compétition souligne l'importance de la recherche appliquée et du transfert technologique, faisant du Maroc un hub de l'innovation durable, ainsi qu'un modèle pour les futurs projets de construction responsable en Afrique. Le 8 septembre 2023, un séisme de magnitude 6,8 a frappé le Maroc, avec un épicentre situé dans la région du Haut-Atlas, près de Marrakech. Cette catastrophe a causé la mort de près de 3000 personnes et fait plus de 5600 blessés, touchant particulièrement les villages montagneux où les infrastructures étaient fragiles. En plus du bilan humain, les dégâts matériels ont été considérables, des milliers de bâtiments détruits, notamment dans la médina de Marrakech et dans les zones rurales. De nombreuses routes ont été coupées, compliquant l'arrivée des secours. Face à ce drame, une vaste mobilisation nationale et internationale s'est mise en place pour venir en aide aux sinistrés. L'initiative de reconstruction Rebuilt a été mise en place grâce à une collaboration étroite et précieuse entre les autorités locales, l'éducation nationale, les travaux publics, l'UM6P et des entreprises nationales pionnières, avec le soutien de la fondation OCP. Donc pour l'impact, vraiment c'est une expérience qu'on a vécue, c'est une expérience que c'est difficile à raconter, donc cette nuit-là. Mais heureusement, donc, il y a toute une solidarité surtout partout le peuple marocain qui est venu partout. Le lendemain, il y a des camions, il y a des voitures qui sont chargées de toutes sortes d'aliments, de bétail, de couvertures pour aider les gens. Et donc, ça a donné, donc, avec la solidarité des gens, ça a donné un grand appui psychologique pour les gens déjà qui sont sur place et qui sont impactés par le séisme. Normalement, ça dépend d'un village à un autre, ça dépend des villages qui sont à l'épicentre.
mais ça dépend aussi de la forme de construction sur d'autres villages. Il y a des villages qui sont tout à fait, donc, qui sont très impactés. Il y a même des morts, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie, il y a des gens qui ont donc des handicapés, il y a beaucoup, mais aussi il y a beaucoup d'impact sur les constructions qui ont détruites. Au niveau de la reconstruction, il y a plusieurs défis et la reconstruction ne fait que commencer en quelque sorte quand même. Et c'est vrai que pour un moment, il y a sûrement un défi logistique au niveau des matériaux, des ouvriers, de la compétence. Il y a aussi un défi pour accompagner les habitants qui sont des autoconstructeurs, donc d'avoir les mécanismes disponibles pour pouvoir accompagner les gens à reconstruire eux-mêmes leur maison, parce que dans bien des cas, cette responsabilité va être prise en charge par les habitants. Et puis il y a aussi un défi au niveau de la proposition, les offres, et de réussir à développer des offres constructives qui sont adaptées à chaque contexte. Et en effet, chaque contexte est quand même différent, même s'il y a quand même une unité sur le territoire. Et c'est vrai qu'il y a des zones qui sont plus ou moins enclavées, avec des technologies plus ou moins différentes, des matériaux plus ou moins différents, des capacités plus ou moins différentes. Et un des grands défis, c'est de réussir à adapter une réponse qui doit être multiple à plusieurs contextes et plusieurs problèmes en fait, suite au séisme. Alors tout à fait, la salle de classe, salle de formation qui est donc un espace associatif de l'association Tiwizi, c'est une technologie innovante que Architecture et Développement Maroc développe depuis maintenant une dizaine d'années au Maroc, qui est basée sur le gabionnage et qui est faite pour minimiser les malfaçons et permettre dans des contextes, on va dire, isolés et difficiles, de précarité technique, de pouvoir reconstruire des habitats sûrs avec une main-d'œuvre peu qualifiée. Donc voilà, donc c'est des bâtiments aussi qui sont étudiés pour être confortables, c'est-à-dire que le confort thermique du bâtiment est pris en compte dans la conception, et le coût évidemment du bâtiment est pris en compte. Donc c'est des bâtiments qui sont faits pour être peu chers, faciles à fabriquer, confortables et sûrs, et qui sont bien sûr adaptés dans des situations un peu particulières et qui ne sont pas forcément à être construits dans toute la zone, mais qui sont adaptés à certains contextes d'isolation. La découverte de la médina historique de Marrakech, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, débute sur la place Djema El Fna. La Kissaria du Mellet de Marrakech est une allée commerçante couverte, un souk ancestral spécialisé dans les épices et plantes de toutes sortes. Les étals des marchands sont un véritable festival où les couleurs se mêlent aux senteurs pour le plus grand plaisir des passants. Elle a subi très récemment d'importants travaux de réhabilitation. Après la démolition des parties très dégradées et de tous les éléments exogènes qui avaient remplacé les matériaux d'origine, une impressionnante couverture de bois a été réalisée et posée au-dessus du circuit. La structure porteuse est exécutée en fermette et en profilé d'acier recouverte en polycarbonate translucide pour en assurer l'étanchéité. Le dôme des Almoravides a été construit au XIIe siècle sous le règne d'Ali Ben Youssef. Ce monument est l'un des rares vestiges de l'époque almoravide à Marrakech. Il nous rappelle l'ingéniosité des bâtisseurs de l'époque, notamment avec son système hydraulique qui alimentait la ville en eau. De formation, je suis architecte, urbaniste. J'ai fait mes études à l'étranger, en France. Une fois arrivé au Maroc, j'avais un regard, j'avais travaillé dans la maîtrise d'ouvrage
et j'ai eu très vite un aperçu du métier de la construction, du BTP. J'ai constaté que la formation est quelque chose d'extrêmement important qui n'est pas forcément prise en considération de façon pédagogique et dans un cadre bien défini. C'est une transmission principalement d'un Ma'alem vers son apprenti, principalement, c'était ça. Quand j'ai fait le master, j'ai réalisé que la formation est quelque chose d'extrêmement important. La mise à jour aussi est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il faut fédérer des gens autour d'une idée, les faire tous travailler pour définir, je dirais, un cadre qui permettrait de faire la formation de façon beaucoup plus vulgarisée, beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle, qui permettrait certainement aux apprentis, artisans dans le bâtiment à exceller. Et dans ce sens, justement, la collaboration internationale peut être vraiment un atout aujourd'hui pour la construction au Maroc notamment, parce que je pense que c'est un vecteur qui permettrait non seulement d'élever le niveau dans le cadre de la construction, mais aussi dans le cadre de l'innovation. Et dans ce sens, je remercie vraiment l'équipe de l'ALEX d'avoir pris la peine de se poser la question, d'être curieux et de venir sur place pour se poser la question de comment se forment les gens, les artisans notamment au Maroc, et d'avoir pris le temps d'écouter plusieurs intervenants, plusieurs regards et plusieurs niveaux d'intervention, notamment au niveau de la formation intrinsèque et puis aussi de la formation combinée à de la pratique et un travail sur terre. Cette expédition apprenante s'achève comme un symbole par la visite de la Médrasa Ben Youssef. Cette école coranique, fondée au XIVe siècle et agrandie par les Saadiens, est un chef-d'œuvre de l'architecture arabo-andalouse. Ses édiges, ses bois sculptés et ses stucs ciselés témoignent du raffinement des artisans marocains et de l'importance du savoir comme pilier du développement. Alors, l'École nationale des ponts et chaussées a de longues traditions de liens avec le Maroc. On a beaucoup d'étudiants marocains qui viennent étudier dans l'école et on a déjà une formation qu'on opère avec le Maroc sur la formation à l'action publique. Ce que l'on souhaite ici, et c'est pour ça qu'on est dans cette expédition, c'est renforcer ces liens, les développer de façon beaucoup plus importante, et en particulier avec l'université UM6P, qui est vraiment un phare aujourd'hui de développement des actions universitaires à l'échelle mondiale. Voilà. On peut y apporter notre savoir-faire, notre connaissance, et on peut aussi s'appuyer, je tiens à le souligner, sur un réseau d'alumni justement, des gens qui ont fait l'école des ponts et qui sont au Maroc et qui sont très désireux de nous aider dans cette aventure, de faire un certain nombre de partenariats scientifiques, des partenariats
pour renforcer les capacités de formation, par exemple dans le domaine de l'aménagement, du génie civil, de la construction, mais pas seulement. Et peut-être aussi, et d'ailleurs nous en avons parlé avec le ministre de l'inclusion économique et de la formation et de la compétence, des formations qu'on pourrait opérer à destination des dirigeants, par exemple des entreprises, en partenariat avec des acteurs locaux et évidemment l'UM6P et l'école des ponts. Co-construction. Les passerelles entre les formations. Le cœur des préoccupations, l'humain. L'innovation des pratiques BIM. Cette Learning Expedition au Maroc, c'est vraiment un concentré d'énergie positive. Partenariat industriel. Un très beau voyage enrichissant, inspirant, de belles rencontres et de belles découvertes. Le Maroc nous montre ici une belle impulsion, une impulsion dynamique pour faire face à ces enjeux environnementaux. Et c'est une belle découverte. Merci beaucoup pour cet accueil. Le Maroc, vigie de l'Afrique subsaharienne pour une transition plurielle. Échange. Une stratégie de coopération internationale entre la France et le Maroc pour l'éducation de nos jeunes. Un voyage picaresque, plein d'apprentissage, en un seul mot, submergent. Épicentre. De belles rencontres humaines. Enrichissant. Tradition et modernité. Une ambition engagée, ancrée dans le passé et résolument tournée vers l'avenir.